L'air est lourd, presque étouffant, dans cette planque improvisée où le silence n'est jamais vraiment silencieux. Il vibre d'une tension sourde, prête à éclater à la moindre respiration trop forte. Claire est là, immobile, les épaules raides, le regard fixé sur Marsan qui fait les 100 pas comme une bête acculée. Chaque mouvement de l'homme semble imprévisible, dangereux, et pourtant, elle s'oblige à rester calme, à ne rien laisser paraître. La peur est bien là, tapie au fond de son ventre, mais elle refuse de lui donner le contrôle. Marsan, lui, est au bord de la rupture. Il parle trop, s'interrompt, reprend, se justifie sans qu'on lui demande rien. Son téléphone vibre soudain. Il décroche. Zoé. Sa voix change instantanément, devient plus dure, plus nerveuse. Il lui explique que l'infirmière l'a suivi jusqu'ici, qu'il ne s'attendait pas à ça, qu'il ne sait plus quoi faire d'elle. À l'autre bout du fil, Zoé explose. Elle ne cache ni sa colère ni son mépris. Si Claire est là, c'est qu'il a été imprudent. Qu'il a fait une erreur de débutant. Et dans ce monde-là, les erreurs ne se paient jamais à moitié. Claire comprend à cet instant qu'elle n'est plus seulement un témoin gênant. Elle est devenue un problème à régler. Marsan raccroche, la regarde longuement. Dans ses yeux, elle ne lit plus seulement la panique, mais une décision qui se forme lentement, dangereusement. Elle sent que quelque chose bascule, que le temps joue désormais contre elle. Pendant ce temps, ailleurs, Florent ne tient plus en place. Il a compris trop tard que Claire était en danger, mais il a compris juste à temps pour agir. Chaque détail qu'il recompose dans sa tête le mène au même constat, Marsan est imprévisible, et Claire s'est mise volontairement en première ligne, comme toujours. Il prévient immédiatement Aude et Alex, sans détour, sans perdre une seconde. Il leur donne la position approximative, insiste sur l'urgence. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une intuition, Claire risque sa vie. Aude et Alex réagissent sans hésiter. L'adrénaline prend le dessus, la mécanique policière se met en marche. Sirène coupée, regard concentré, ils foncent vers la planque, conscient que chaque minute peut être celle de trop. Alex repense brièvement à Claire, à sa capacité presque suicidaire à se mettre en danger pour les autres, à ce mélange de courage et d'inconscience qu'il a défini depuis toujours. Il sait qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Dans la pièce, la tension est désormais palpable. Marsan s'arrête soudain de marcher. Il sort une arme. Le geste est brusque, presque instinctif. Il la pointe sur Claire, sans trembler. Elle sent son cœur s'emballer, ses pensées se brouiller, mais elle refuse encore de céder à la panique. Elle le regarde droit dans les yeux. Elle parle peu, mais chaque mot est choisi, mesuré, comme pour le maintenir du bon côté d'une ligne invisible. Elle tente de gagner du temps, sans savoir si ce temps existe encore. Puis tout s'accélère. Des bruits à l'extérieur, des voix, une présence. Marsan se retourne, nerveux, le doigt crispé sur la détente. L'instant est suspendu. Une seconde de trop, ou une seconde de moins, et tout aurait pu basculer. La porte s'ouvre violemment. Aude et Alex surgissent. Les ordres fusent. L'arme tombe. Marsan est plaqué au sol avant même d'avoir compris que c'était fini. La menace s'effondre d'un coup, laissant derrière elle un silence assourdissant. Claire ne réalise pas tout de suite. Ses jambes tremblent. Son souffle est court. Quand elle croise le regard d'Aude, puis celui d'Alex, quelque chose se fissure enfin en elle. Elle est en vie. Elle murmure un remerciement, presque inaudible, mais chargé d'une gratitude immense. Sans eux, sans Florent, elle le sait, elle ne serait probablement pas sortie de cette pièce. Marsan est menotté, emmené, encore sous le choc. Aude l'observe avec froideur. Elle sait qu'il tentera de se défausser, de rejeter la faute sur Zoé, de se présenter comme une marionnette manipulée. Mais elle sait aussi que la justice ne sera pas tendre. Elle le lui rappelle, sans détour, ce qu'il risque est immense. Jusqu'à 30 ans de prison. Les mots tombent, lourds, définitifs. Claire est ensuite conduite au commissariat. L'ambiance y est radicalement différente, mais la pression ne retombe pas pour autant. Alex l'interroge en présence de Florent. L'encadre est officiel, mais le lien personnel n'est jamais très loin. Claire reconnaît les faits. Oui, c'est elle qui est allée chercher Victor. Oui, elle a pris des risques. Elle assume. Florent tente de donner un autre éclairage, parle d'un acte citoyen, d'une volonté de protéger. Alex l'écoute, mais reste ferme. Ils auraient dû en parler à la police. La frontière entre l'aide et l'entrave est mince, et Claire l'a franchie sans vraiment s'en rendre compte. Dans une autre salle, Aude interroge Marsan. Fidèle à ce qu'elle avait anticipé, il se pose en victime. Zoé l'aurait manipulé, il aurait agi sous son emprise. Aude ne se laisse pas attendrir. Elle démonte patiemment son discours, consciente que la vérité est rarement aussi simple. Les preuves s'accumulent, et Marsan comprend peu à peu que son jeu touche à sa fin. À des kilomètres de là, une autre histoire se joue, plus sournoise, plus insidieuse encore. Charlotte envoie des messages à Sacha, des excuses, encore et encore. Elle se remet en question,
doute, s'accuse. 2 jours sans réponse. Elle confie son malaise à Salomé, qui, cette fois, refuse de la laisser s'enfoncer. Elle n'a rien fait de mal. Elle n'a pas à s'excuser. Mais Charlotte n'en est pas convaincue. Elle veut juste qu'il revienne. Qu'il l'appelle. Qu'il la regarde comme avant. Quand Sacha finit par l'appeler, sa voix est douce, presque rassurante. Il minimise le conflit, comme s'il n'avait jamais existé. Il propose de la voir immédiatement. Charlotte accepte, sèche les cours, convaincue que tout peut encore s'arranger. Elle ignore encore qu'elle est en train de s'enfoncer dans une situation bien plus dangereuse qu'elle ne l'imagine. Et tandis que la nuit commence à tomber sur Montpellier, chacun des protagonistes avance, à sa manière, vers des conséquences qu'ils ne maîtrisent déjà plus vraiment. Dans les couloirs du commissariat, l'agitation est retombée, mais une lourdeur persistante s'est installée, comme une chape invisible. Claire est assise, droite sur sa chaise, les mains croisées sur ses genoux, tentant de reprendre le contrôle d'un corps qui refuse encore de lui obéir totalement. Chaque bruit de pas résonne trop fort, chaque porte qui claque la fait sursauter. Elle sait que le danger immédiat est passé, mais une autre inquiétude a pris sa place, plus diffuse, plus insidieuse, celle des conséquences. Florent ne la quitte pas des yeux. Il essaie de rester professionnel, mais son regard trahit autre chose, une tension émotionnelle qu'il peine à contenir. Il connaît Claire depuis trop longtemps pour ne pas voir ce qu'elle s'efforce de cacher. Derrière la façade solide, il y a la fatigue, la peur réprimée, et ce sentiment familier d'avoir encore une fois frôlé l'irréparable. Il se sent partagé entre la fierté qu'elle soit encore en vie et la colère sourde qu'elle se soit mise dans une situation aussi extrême. Alex revient avec le dossier sous le bras. Son ton n'est plus posé maintenant, presque là. Il annonce que la garde à vue de Claire n'est pas encore levée, mais qu'il s'en approche. Les éléments sont en cours de vérification, les responsabilités doivent être établies clairement. Claire hoche la tête. Elle ne proteste pas. Elle sait que la ligne est fine entre l'aide et la faute, entre l'instinct et la loi. Elle assume, même si cela lui coûte. Dans une autre aile du bâtiment, Marsan est assis face à Aude, le regard fuyant, les épaules affaissées. La bravade a disparu, remplacée par une tentative maladroite de victimisation. Il parle de Zoé, encore, insiste sur son influence, sur la pression qu'elle exerçait depuis la prison. Aude l'écoute sans l'interrompre, laissant les silences s'étirer jusqu'à ce qu'ils deviennent inconfortables. Elle sait que ces silences font souvent plus parler que les questions. Elle lui annonce alors qu'un téléphone a été retrouvé dans la chambre de Zoé. Un détail en apparence anodin, mais qui fait voler en éclats sa version des faits. Ce téléphone prouve non seulement le lien direct entre eux, mais aussi l'existence d'un réseau d'informations bien plus structuré qu'il ne le prétend. Marsan pâlit. Il comprend que la stratégie de défense qu'il imaginait commence déjà à s'effondrer. Pendant ce temps, à l'extérieur, la vie semble continuer comme si rien ne s'était passé. Dans un établissement scolaire, des élèves préparent un voyage. Les discussions vont bon train, légères, presque irréelles en contraste avec la gravité des événements ailleurs. Les dortoirs ne seront pas mixtes, annonce un encadrant, déclenchant aussitôt des réactions contrariées. Pablo se plaint de l'ennui à venir, Alexis plaisante, suggère d'apporter de l'alcool pour pimenter les soirées. Les adultes rappellent les règles, mais les regards complices échangés laissent deviner que certaines limites seront probablement franchies. Cette légèreté apparente masque pourtant des dérives plus profondes, qui se jouent déjà en silence. Sacha retrouve Charlotte dans un bar. Il agit comme si rien ne s'était passé, comme si les tensions, les silences, les excuses n'avaient jamais existé. Il sourit, charme, parle d'une balade au bord de l'eau, d'un moment où il pensait à elle. Charlotte se sent immédiatement rassurée, presque soulagée. Elle veut croire que tout peut redevenir simple. Elle accepte un verre, puis un autre. Quand Sacha se lève pour aller chercher les boissons, Charlotte le regarde s'éloigner. De loin, elle le voit discuter avec la serveuse, rire, se pencher vers elle. Une jalousie douloureuse la traverse. Lorsqu'il revient, elle n'ose pas d'abord en parler, puis finit par le confronter. Il ne nie rien. Au contraire, il banalise. Il l'a trouvée jolie, il le lui a dit, ça lui a fait plaisir. Il ne voit pas le problème. Charlotte tente d'expliquer, maladroitement, que cela la met mal à l'aise, que ce genre de comportement la blesse. Sacha l'écoute à peine. Son regard glisse ailleurs. Il minimise encore, détourne la conversation, reprend le contrôle. Charlotte sent confusément qu'elle perd du terrain, mais elle n'a pas encore la force de s'imposer. Au commissariat, la situation évolue. La garde à vue de Claire est finalement levée. Elle est libre, officiellement. Victor l'est aussi. L'annonce apporte un soulagement immédiat, presque physique. Claire ferme les yeux un instant, comme pour savourer ce bref répit. Mais Alex précise aussitôt que ce n'est pas la fin. Ils seront convoqués devant un juge la semaine suivante pour décider d'éventuelles poursuites.
La liberté est provisoire, fragile. Florent accompagne Claire à la sortie. L'air frais de l'extérieur lui semble irréel après les heures passées sous tension. Ils marchent côte à côte, sans parler tout de suite. Il y a trop de choses à dire, trop de non-dits accumulés. Claire finit par le remercier, sincèrement, pour tout ce qu'il a fait. Sans lui, sans son appel, elle n'ose pas imaginer la suite. Ils se regardent alors, longuement. Le moment est suspendu. Les émotions, refoulées depuis des jours, remontent à la surface sans prévenir. Claire s'approche, l'embrasse avec une intensité qui surprend même Florent. Ce n'est pas un geste réfléchi, mais un élan brut, chargé de peur, de soulagement et de désir mêlé. Pendant une seconde, tout le reste disparaît. Florent se recule légèrement, troublé. Il pense à Cécile, au dîner qui l'attend, à la vie qu'il essaie de maintenir en équilibre. Il n'ose pas dire ce que ce baiser a réveillé en lui. Claire, elle, reste silencieuse, consciente d'avoir rouvert une porte qu'ils tentaient tous deux de garder fermée. Plus loin, dans le tramway, Charlotte est assise, seule. Les lumières défilent, floues, irréelles. Elle se met à rire sans raison, puis se sent étrangement légère, détachée de son propre corps. Le monde autour d'elle semble irréel, déformé. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, mais elle n'a plus vraiment la capacité de s'en inquiéter. Et tandis que chacun rentre chez soi, convaincu d'avoir échappé au pire, une certitude s'impose lentement, implacable, ce qui vient de se jouer n'était qu'un prélude. Les conséquences, elles, ne font que commencer. La nuit est déjà bien installée lorsque Charlotte descend du tram. L'air frais lui fouette le visage, mais ne parvient pas à dissiper l'étrange brouillard qui envahit son esprit. Les lumières de la ville lui paraissent trop vives, presque agressives, et chaque son semble résonner avec un léger décalage. Elle marche en titubant légèrement, persuadée pourtant d'être parfaitement stable. Son rire nerveux lui échappe encore, sans qu'elle sache pourquoi, comme si son corps réagissait indépendamment de sa volonté. Arrivée chez elle, elle pousse la porte avec difficulté. À l'intérieur, Manu et Eve sont attablés avec Marie-Sophie et Sohan. Les conversations s'arrêtent net en la voyant apparaître. Charlotte lance un vague salut, trop enjoué pour être crédible. Elle affirme avoir déjà dîné, parle trop vite, puis se dirige directement vers sa chambre, laissant derrière elle une impression de malaise diffus. Personne n'ose la retenir. Le silence retombe, lourd de questions non formulées. Dans sa chambre, Charlotte s'effondre sur son lit, les yeux grands ouverts. Les murs semblent respirer, se rapprocher puis s'éloigner. Elle fixe le plafond, incapable de comprendre ce qui lui arrive. Une part d'elle sent que quelque chose ne va pas, mais cette intuition est étouffée par une sensation de flottement artificiel, presque euphorique. Le visage de Sacha lui revient en mémoire, son sourire ambigu, ses paroles rassurantes. Elle ne fait pas encore le lien. Pas encore. Pendant ce temps, Hélène se tient debout, dans un couloir froid et impersonnel, un sac à la main. Le bruit métallique des portes, l'odeur familière de la détention, tout lui rappelle ce qu'elle a tenté de fuir. La cavale est terminée. Elle le sait depuis longtemps, au fond d'elle-même, mais l'accepter reste une autre affaire. Elle avance sans résistance, le regard fixe, consciente que chaque pas la rapproche d'une peine probablement plus lourde. Florent est là, à ses côtés, jusqu'au dernier moment. Leur échange est bref, mais chargé de sous-entendus. Hélène le remercie pour son soutien, pour ne pas l'avoir abandonné, même quand tout semblait perdu. Sa voix tremble à peine. Elle a déjà commencé à se blinder, à ériger des murs intérieurs pour survivre à ce qui l'attend. Florent lui répond avec une sincérité contenue. Il sait qu'il n'a pas pu la sauver, mais il refuse de la laisser croire qu'elle est seule. Quand la porte se referme derrière elle, Hélène ferme les yeux. Elle inspire profondément. La prison n'est plus une menace abstraite, mais une réalité tangible, brutale. Elle pense à Claire, à Victor, aux dégâts collatéraux de ses choix. Une pointe de culpabilité la traverse, mais elle est vite balayée par une autre certitude. Désormais, elle devra payer, quoi qu'il arrive. Au commissariat, l'enquête continue sans relâche. Le téléphone retrouvé dans la cellule de Zoé est désormais au cœur de toutes les attentions. Les messages, les appels, les informations qui y transitent dessinent peu à peu un schéma inquiétant. Zoé n'agissait pas seule, et Marsan n'était pas aussi isolé qu'il voulait le faire croire. Les informations sur la joueuse de golf, sur les déplacements, tout converge vers une complicité active, structurée. Aude analyse chaque élément avec minutie. Elle sent que cette affaire dépasse le simple fait divers. Elle touche à quelque chose de plus vaste, à un système de manipulation où chacun tente de se défausser sur l'autre. Mais les preuves parlent, et elles parlent fort. Zoé, même derrière les barreaux, tirait encore des ficelles. Chez Claire, l'atmosphère est étrange, presque irréelle. Kira l'attendait avec impatience. Lorsqu'elle la voit entrer avec Florent, son visage s'illumine. Elle est heureuse de la retrouver, soulagée de la savoir saine et sauve.
Elle propose spontanément qu'ils restent dîner tous ensemble. Pour elle, cette soirée ressemble à un retour à la normale, à une parenthèse rassurante après l'angoisse. Florent hésite. Il regarde Claire, puis baisse les yeux. Il explique qu'il doit rejoindre Cécile pour dîner. Il reconnaît à demi-mot qu'il a été peu présent ces derniers jours, qu'il doit faire un effort. Ses mots sont justes, raisonnables, mais son ton manque de conviction. Kira dissimule sa déception comme elle peut. Claire, elle, ne dit rien. Elle comprend. Du moins, elle essaie. Alors que Florent s'apprête à partir, le téléphone de Kira sonne. C'est Thaïs. L'appel détourne l'attention pendant quelques secondes. Claire en profite pour se tourner vers Florent. Elle le remercie encore, mais cette fois, ses mots sont accompagnés d'un regard chargé d'émotions contradictoires. Sans réfléchir davantage, elle l'embrasse à nouveau, plus longuement, plus intensément. Ce n'est plus seulement un élan de soulagement. C'est une question silencieuse, une remise en jeu de sentiments qu'ils n'ont jamais vraiment enterrés. Florent reste figé une fraction de seconde, puis se détache doucement. Il est troublé, déstabilisé. Il ne promet rien, ne clarifie rien. Il se contente de partir, laissant derrière lui une tension non résolue, presque douloureuse. Dans sa chambre, Charlotte se retourne sans cesse. La sensation de flottement a laissé place à une confusion angoissante. Elle se sent vide, épuisée, incapable de se souvenir précisément de ce qui s'est passé après le bar. Des images floues se superposent, sans logique. Elle ferme les yeux, tente de dormir, mais son corps refuse de suivre. Une inquiétude sourde commence à s'insinuer, lentement, comme un poison. Et tandis que la ville s'endort, chacun porte en lui le poids d'une nuit qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Le lendemain s'annonce sans éclat, comme si la ville elle-même portait encore la fatigue de la nuit précédente. Les rues s'animent lentement, mécaniquement, tandis que certains esprits, eux, restent figés dans ce qui s'est joué quelques heures plus tôt. Claire se réveille avec une sensation étrange, un mélange de soulagement et d'angoisse persistante. Elle est libre, oui, mais cette liberté a un goût provisoire, presque trompeur. La convocation à venir devant le juge ne quitte pas ses pensées. Elle sait que rien n'est réglé, que le répit accordé n'est qu'une suspension fragile. Victor, de son côté, tente de faire bonne figure. Il parle peu, évite soigneusement les sujets qui fâchent, mais son regard trahit une inquiétude profonde. Il se sent responsable, même s'il n'ose pas toujours se l'avouer. Avoir aidé Hélène, avoir entraîné Claire dans cette spirale, tout cela pèse désormais sur sa conscience. Il sait que la justice ne sera pas indulgente, et que l'âge n'est pas une excuse quand les faits sont établis. Au commissariat, Alex relit les rapports avec une attention presque obsessionnelle. Il connaît Claire depuis trop longtemps pour être totalement objectif, et cette proximité le dérange plus qu'il ne voudrait l'admettre. Il se demande, en silence, s'il aurait agi différemment à sa place. La ligne qu'elle a franchie, il la comprend, même s'il ne peut pas la cautionner. Cette ambivalence le met mal à l'aise, car elle fragilise son rôle de policier autant que son amitié. Aude, elle, reste concentrée sur l'essentiel. Les pièces du puzzle s'assemblent peu à peu. Le téléphone retrouvé dans la cellule de Zoé a ouvert une brèche décisive. Les échanges sont clairs, méthodiques, presque froids. Zoé disposait d'informations précises, actualisées, sur les déplacements de la joueuse de golf, sur l'environnement de Claire, sur les failles à exploiter. Rien n'était laissé au hasard. Marsan n'était pas un électron libre, mais l'exécutant d'un schéma bien plus organisé. Lors de son nouvel interrogatoire, Marsan tente encore de résister, mais la fatigue et la peur commencent à fissurer son discours. Il parle trop, se contredit, cherche des justifications qui ne tiennent plus. Aude le laisse s'enfoncer, consciente que la vérité surgit souvent quand la défense se délite. Elle sait aussi que Zoé, de son côté, ne tardera pas à comprendre que sa position est devenue intenable. Dans un tout autre registre, au lycée, l'ambiance est légère en apparence. Les élèves parlent du voyage scolaire avec excitation, mais certains échanges trahissent déjà des tensions sous-jacentes. Pablo s'agite, plaisante excessivement, comme pour masquer une nervosité diffuse. Alexis continue de provoquer, testant les limites avec son humour bravache. Les adultes rappellent les règles, sans mesurer pleinement ce qui se joue réellement dans les dynamiques adolescentes, bien plus complexes qu'il n'y paraît. Charlotte, elle, n'est pas en cours. Elle est restée chez elle, officiellement malade. En réalité, elle se sent incapable d'affronter le regard des autres. Son corps est lourd, sa tête douloureuse, et surtout, une angoisse sourde l'envahit. Elle tente de se souvenir précisément de la veille, mais ses souvenirs sont fragmentés, incohérents. Des blancs inquiétants subsistent. Plus elle y pense, plus une certitude désagréable s'impose. Quelque chose d'anormal s'est produit. Elle regarde son téléphone, hésite, puis envoie un message à Sacha. Il met du temps à répondre.
Quand la réponse arrive, elle est brève, presque désinvolte. Il lui dit que tout allait bien, qu'elle avait juste un peu trop bu, qu'elle se faisait des idées. Ce ton condescendant la déstabilise. Une part d'elle a envie de le croire, parce que l'alternative est trop effrayante. Pendant ce temps, Florent tente de reprendre le cours de sa vie. Il retrouve Cécile pour dîner, comme prévu. L'ambiance est polie, cordiale, mais quelque chose s'est brisé. Cécile le sent immédiatement. Il est ailleurs, préoccupé, moins présent. Elle ne dit rien d'abord, mais son silence est chargé de reproches contenus. Florent parle de la journée, du dossier, sans entrer dans les détails. Il évite soigneusement de mentionner Claire autrement que de façon professionnelle. Cécile observe, analyse. Elle connaît trop bien Florent pour ne pas percevoir ce qu'il tente de dissimuler. Elle ne confronte pas encore, mais le doute s'installe, insidieux. Elle se demande jusqu'où il est prêt à aller pour Claire, et surtout, ce que cela signifie pour eux. En fin de journée, Claire se retrouve seule un moment. Elle repense au baiser, à la confusion qu'il a semée, autant en elle que chez Florent. Elle se reproche ce geste impulsif, tout en refusant de le regretter totalement. Les sentiments ne se commandent pas, et cette vérité la met face à un dilemme qu'elle n'est pas prête à trancher. La nuit tombe à nouveau sur Montpellier, plus lourde encore que la précédente. Les lignes sont tracées, les décisions à venir inévitables. Et dans l'ombre, les conséquences continuent de se préparer, silencieuses, prêtes à éclater au grand jour. Charlotte ne dort presque pas. Les heures passent lentement, hachées par des réveils brutaux, des sensations de vertige, une fatigue qui ne ressemble pas à une simple nuit blanche. Son corps lui semble étranger, comme s'il ne répondait plus exactement à ce qu'elle lui demande. Elle se lève, se rassoit, boit de l'eau, observe son reflet dans le miroir sans vraiment se reconnaître. Ce malaise persistant ne fait qu'amplifier l'angoisse qui monte, sourde mais tenace. Elle repense sans cesse à Sacha, à ce moment précis où il est revenu avec les verres, à son sourire assuré, à cette phrase lancée à la légère « On va s'éclater ». Plus elle tente de reconstruire le fil des événements, plus elle bute sur des trous de mémoire inquiétants. Des pans entiers de la soirée lui échappent. Cette absence de souvenir devient elle-même une preuve, même si elle n'ose pas encore lui donner ce nom. Chez Manu et Ève, l'ambiance est lourde. Ils échangent des regards inquiets, conscients que quelque chose ne tourne pas rond. Le comportement de Charlotte les alerte, sans qu'ils sachent encore comment l'aborder. Ils hésitent entre la peur d'exagérer et celle de ne pas agir assez vite. La frontière est mince, surtout quand il s'agit d'un adolescent qui se referme sur lui-même. Au commissariat, Aude reçoit de nouveaux éléments. Les analyses confirment ce qu'elle redoutait. Les messages échangés entre Zoé et Marsan ne laissent plus place au doute. Les informations circulaient régulièrement, avec une précision troublante. Zoé avait accès à des détails qu'elle n'aurait jamais dû connaître. La manipulation ne fait plus débat, elle est établie. Et avec elle, la préméditation. Alex, de son côté, prépare déjà la suite. La convocation de Claire et Victor devant le juge prend forme. Il sait que ce moment sera difficile, humainement, mais aussi juridiquement. Il se demande comment Claire encaissera cette nouvelle étape. Il la connaît assez pour savoir qu'elle se tiendra droite, mais il sait aussi combien ce combat l'épuise, lentement, profondément. Claire tente de reprendre pied dans une normalité fragile. Elle passe du temps avec Kira, s'efforce d'être présente, attentive. Elle écoute, sourit, mais son esprit est ailleurs. La perspective de l'audience à venir la hante. Elle craint moins la sanction que ce qu'elle pourrait révéler, ses choix, ses failles, ses contradictions. Elle se demande aussi ce que Florent pense réellement après ce baiser, après ce moment suspendu qu'ils ont tous deux feint d'ignorer. Florent, justement, est partagé. Il relit des dossiers sans vraiment les voir, son esprit sans cesse ramené vers Claire. Il se reproche son manque de clarté, son incapacité à poser des limites nettes. Il pense à Cécile, à la confiance qu'elle lui accorde, et à ce malaise grandissant qu'il ressent dès qu'il s'agit de Claire. Cette situation lui donne l'impression d'être pris au piège de ses propres silences. Pendant ce temps, Hélène commence à mesurer concrètement ce que signifie son retour en détention. Les règles, les horaires, la promiscuité, tout lui rappelle qu'elle a perdu le contrôle. Elle pense à la liberté, à cette illusion qu'elle a poursuivie au prix de tant de dégâts. Elle se demande si cela en valait la peine. La réponse ne vient pas. À la place, une certitude s'impose. Elle devra désormais assumer seule le poids de ses actes. Charlotte, elle, finit par craquer. Elle appelle Salomé. Sa voix tremble. Elle parle de son malaise, de ses trous de mémoire, de cette sensation d'avoir été dépassée par quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas. Salomé l'écoute attentivement, sans la juger, et l'encourage à ne pas rester seule avec ses doutes. Pour la première fois, Charlotte envisage sérieusement que ce qui s'est passé dépasse le simple cadre d'une soirée qui aurait mal tourné. La peur prend alors une autre forme, plus nette, plus concrète. Ce n'est plus seulement la honte ou la confusion,
mais la possibilité d'avoir été manipulée, utilisée. Cette pensée la terrifie autant qu'elle la met en colère. Elle se sent vulnérable, trahie, et surtout, elle commence à comprendre que ce qui lui arrive aura des répercussions bien au-delà d'elle-même. À mesure que la journée avance, les fils se tendent, prêts à rompre. Chacun avance avec ses propres doutes, ses propres peurs, ignorant encore à quel point ces trajectoires vont bientôt se percuter. La journée s'étire dans une tension discrète mais constante, comme si chacun avançait avec la sensation diffuse qu'un point de non-retour approche. Charlotte finit par accepter de sortir de sa chambre. Son visage est pâle, marqué par une fatigue qui ne disparaît pas malgré le repos forcé. Elle tente de se comporter normalement, mais chaque geste est plus lent, plus hésitant. Elle observe Manu et Ève avec une méfiance involontaire, comme si elle craignait leurs questions autant qu'elle espérait leur aide. Manu, justement, ne tarde pas à comprendre que quelque chose cloche vraiment. Il remarque les absences, les silences trop longs, cette manière qu'a Charlotte d'éviter certains regards. Lorsqu'il l'interroge doucement sur la veille, elle se crispe. Elle parle d'un simple malaise, d'un verre de trop, mais sa voix manque d'assurance. Ève intervient, plus directe, plus inquiète. Elle évoque l'éventualité d'un examen médical, sans accuser personne, mais sans minimiser non plus ce qui se passe. Charlotte blêmit. L'idée la terrorise, mais elle sent aussi qu'elle n'a plus vraiment le choix. Au même moment, Sacha tente de reprendre contact. Ses messages se veulent rassurants, presque légers, mais quelque chose sonne faux. Charlotte hésite longuement avant de répondre, puis se contente de phrases courtes, neutres. Elle ne se sent plus en sécurité dans cet échange. Chaque mot de Sacha lui paraît désormais ambigu, potentiellement manipulateur. Ce qui, la veille encore, ressemblait à de l'assurance lui apparaît maintenant comme une forme de domination insidieuse. Au commissariat, Alex reçoit les premiers retours officiels concernant la procédure à venir. La convocation devant le juge est confirmée. Claire et Victor devront s'expliquer sur leur rôle précis dans la cavale d'Hélène. Les faits sont là, clairs, même si les intentions restent sujettes à interprétation. Alex sait que ce moment sera déterminant, autant pour l'affaire que pour l'équilibre déjà fragile de Claire. Il se demande s'il doit la prévenir lui-même ou laisser la notification officielle faire son œuvre. Aude, de son côté, se concentre sur Zoé. L'interrogatoire s'annonce délicat. Zoé nie encore, tente de minimiser son implication, mais la pression monte. Les preuves s'accumulent, les contradictions aussi. Aude joue la carte de l'usure, laissant Zoé s'enfermer dans ses propres mensonges. Elle sait que la prison, l'isolement, la peur de tout perdre finissent souvent par fissurer les défenses les plus solides. Claire apprend officiellement la date de la convocation. Elle accuse le coup en silence. Elle ne s'effondre pas, mais une fatigue profonde l'envahit. Elle se rend compte qu'elle n'a jamais vraiment pris le temps de digérer ce qu'elle a vécu, ni la menace de Marsan, ni l'arrestation d'Hélène, ni cette impression persistante d'être toujours à un pas de la catastrophe. Elle se sent usée, et cette lassitude l'effraie presque autant que les risques judiciaires. Florent tente de l'appeler, puis renonce. Il hésite, ne sachant plus quelle place il a réellement dans sa vie. Il pense à Cécile, à cette relation qu'il essaie de préserver, mais qui lui semble de plus en plus fragile. Il se demande s'il ne s'est pas déjà trop engagé émotionnellement, s'il n'a pas déjà franchi une limite invisible. Cette indécision le paralyse. Hélène, enfermée dans sa cellule, reçoit les premières informations sur l'évolution de son dossier. La perspective d'une peine alourdie devient concrète. Elle tente de rester forte, mais la solitude accentue ses regrets. Elle repense à ses choix, à ses tentatives désespérées de garder le contrôle. Elle réalise que, malgré tout, elle a entraîné d'autres personnes dans sa chute, et cette pensée la hante. Chez Charlotte, la décision tombe enfin. Elle accepte l'idée d'un examen médical. Ce choix, douloureux, marque un tournant. Elle comprend qu'elle ne pourra pas simplement oublier, faire comme si rien ne s'était passé. Ce qui s'est joué la veille dépasse désormais le cadre d'une relation toxique. C'est une question de vérité, de responsabilité. La peur laisse alors place à une colère sourde. Charlotte se sent trahie, manipulée, et cette prise de conscience change son regard sur Sacha de façon irréversible. Elle ne sait pas encore ce qu'elle fera de cette colère, mais elle sent qu'elle ne pourra plus se taire. Et pendant que chacun avance, à sa manière, vers des décisions lourdes de conséquences, une certitude s'impose peu à peu. Les prochains événements ne laisseront plus personne indemne. Le temps semble s'accélérer sans prévenir, comme si les événements refusaient désormais d'attendre que les esprits suivent. Claire ressent cette pression dès le réveil. Ce n'est plus une peur nette, identifiable, mais une fatigue morale qui s'installe profondément, qui la rend plus vulnérable qu'elle ne veut l'admettre. Elle se prépare mécaniquement, répond aux messages sans vraiment les lire, consciente que chaque pas la rapproche d'une échéance qu'elle ne pourra plus repousser.
Victor, lui, est envahi par une inquiétude plus silencieuse encore. Il observe sa fille avec une culpabilité qu'il n'essaie même plus de masquer. Il sait qu'il a joué un rôle décisif dans cette affaire, et que Claire en paye aujourd'hui le prix. Il tente maladroitement de la rassurer, de lui dire que tout ira bien, mais ses mots manquent de conviction. Il sent que la justice pourrait être moins indulgente qu'il ne l'espère. Au commissariat, l'atmosphère est plus tendue que jamais. Alex reçoit les dernières confirmations administratives. Tout est prêt pour la suite judiciaire. Il relit une dernière fois le dossier de Claire et Victor, conscient que ce qu'il a entre les mains n'est pas qu'un simple ensemble de faits, mais une histoire humaine complexe, pleine de zones grises. Il se demande s'il aurait pu faire autrement, intervenir plus tôt, empêcher certains engrenages de se mettre en place. Mais il sait aussi que ces questions arrivent toujours trop tard. Aude, de son côté, obtient enfin une avancée décisive. Face aux preuves accumulées, Zoé commence à perdre pied. Son discours se fissure, ses certitudes s'effritent. Elle comprend que Marsan ne pourra plus porter seul le poids de l'affaire, et que sa propre implication va être exposée au grand jour. Cette prise de conscience la rend agressive, puis étrangement résignée. Aude note chaque réaction, chaque mot, consciente que ce basculement est capital. Marsan, quant à lui, réalise pleinement l'ampleur de ce qui l'attend. L'idée d'une peine lourde, très lourde, n'est plus abstraite. Elle devient une réalité oppressante. Il tente une dernière fois de se présenter comme une victime des circonstances, mais plus personne n'y croit vraiment. Le récit qu'il s'est construit s'écroule, laissant apparaître une violence qu'il ne parvient plus à dissimuler. Chez Charlotte, l'ambiance est lourde, presque irréelle. L'examen médical a laissé des traces, autant physiques que psychologiques. Elle se sent exposée, fragile, mais aussi étrangement déterminée. Le flou qui l'enveloppait commence à se dissiper, laissant place à une compréhension douloureuse de ce qui s'est joué. Elle n'a pas encore tous les mots, mais elle sait désormais que ce qu'elle a vécu n'est ni banal, ni acceptable. Manu et Ève oscillent entre colère et inquiétude. Ils se reprochent de ne pas avoir vu les signes plus tôt, de ne pas avoir protégé Charlotte comme ils l'auraient voulu. Leur impuissance les ronge. Ils comprennent que la situation va probablement prendre une dimension judiciaire, et cette perspective les terrifie autant qu'elle les soulage. Au moins, la vérité ne restera pas enfouie. Sacha, de son côté, sent que quelque chose lui échappe. Les réponses de Charlotte se font rares, distantes. Il tente de reprendre la main, d'imposer sa version des faits, mais il perçoit confusément que son influence s'effrite. Cette perte de contrôle l'agace, le rend nerveux. Il ne mesure pas encore à quel point le regard porté sur lui est en train de changer. Florent est pris dans un tourbillon intérieur. Il sait que la convocation de Claire approche, que la pression judiciaire va s'intensifier. Il voudrait être présent, l'aider, la soutenir, mais il se sent entravé par sa propre situation personnelle. Chaque pas vers Claire semble l'éloigner un peu plus de Cécile, et cette dualité l'épuise. Il se demande s'il est encore possible de maintenir cet équilibre fragile sans que tout s'effondre. Cécile, justement, ressent ce déséquilibre avec une acuité douloureuse. Elle observe Florent, ses silences, ses absences, et comprend que quelque chose lui échappe. Elle n'a pas encore les preuves, mais son intuition ne la trompe pas. Le doute s'installe, corrosif, et avec lui une peur qu'elle n'ose pas encore formuler. Alors que la journée touche à sa fin, chacun se retrouve face à ses propres limites. Les masques commencent à tomber, les certitudes à vaciller. Et dans cette tension croissante, une évidence s'impose, les décisions à venir ne pourront plus être évitées. La nuit tombe une dernière fois sur Montpellier, plus lourde, plus silencieuse, comme si la ville retenait son souffle avant les retombées inévitables. Claire est seule dans le salon, la lumière tamisée dessinant des ombres mouvantes sur les murs. Elle regarde sans vraiment voir, perdue dans ses pensées. Tout semble enfin calme autour d'elle, et pourtant, elle sent que cette accalmie n'est qu'un leurre. Les jours à venir pèseront plus lourd que tout ce qu'elle a déjà traversé. Elle repense à Marsan, à cette arme braquée sur elle, à cette fraction de seconde où tout aurait pu s'arrêter. Elle mesure à quel point elle est passée près du pire, et cette prise de conscience la secoue tardivement. Jusque-là, elle avait fonctionné à l'instinct, sans recul. Maintenant que le danger immédiat est écarté, la peur la rattrape, sournoise, presque paralysante. Elle se demande si elle a encore l'énergie de se battre. Victor la rejoint, maladroit, hésitant. Il tente de parler, de s'excuser à demi-mot, mais Claire l'arrête doucement. Elle ne cherche plus de responsable. Elle est fatiguée de la colère, fatiguée de porter le poids des autres. Ils restent là, côte à côte, conscients que leur avenir immédiat dépendra bientôt d'une décision qui leur échappe. Au commissariat, Alex termine sa journée avec un sentiment amer. L'affaire Marsan est désormais solidement ficelée. L'arrestation, les preuves, les complicités, tout est en place. Il sait que Marsan ne s'en sortira pas facilement,
et que Zoé devra répondre de son rôle, même derrière les murs de la prison. Pourtant, cette victoire professionnelle a un goût amer. Elle a laissé trop de traces, trop de victimes collatérales. Aude, elle, range les dossiers avec la satisfaction froide de ceux qui savent avoir fait leur travail jusqu'au bout. Elle ne se réjouit pas, mais elle sait que la justice a besoin de cette rigueur, surtout quand les histoires humaines sont aussi entremêlées. Pour elle, l'affaire n'est pas une fin, mais une étape de plus dans un système qui ne laisse que rarement indemne. Dans une cellule, Hélène s'allonge sur sa couchette, les yeux ouverts dans l'obscurité. Le bruit lointain de la prison résonne comme un rappel constant de sa situation. Elle comprend désormais que la cavale n'a fait qu'aggraver son sort. L'espoir qu'elle entretenait s'est dissipé, remplacé par une résignation douloureuse. Elle pense à Claire, à Victor, à ceux qu'elle a entraînés dans sa chute. Elle sait que les regrets ne changeront rien, mais ils l'accompagnent malgré tout, comme une punition silencieuse. Chez Manu et Ève, l'ambiance est pesante. Charlotte est enfermée dans sa chambre, épuisée, mais éveillée. Les résultats médicaux, les discussions à voix basse, les regards lourds de sens, tout converge vers une vérité qu'elle n'est pas encore prête à affronter pleinement. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose a changé. La confusion a laissé place à une lucidité douloureuse. Elle sait désormais qu'elle a été dépassée, manipulée, et cette certitude la bouleverse autant qu'elle la renforce. Elle pense à Sacha, à son sourire, à ses mots faussement rassurants. Ce qui lui semblait autrefois attirant lui apparaît maintenant inquiétant, presque menaçant. Elle ne sait pas encore comment elle parlera, ni quand, mais elle sait qu'elle ne pourra plus faire comme si rien ne s'était passé. Le silence n'est plus une option. Sacha, de son côté, sent que la situation lui échappe définitivement. L'absence de Charlotte, son mutisme soudain, les regards qu'il perçoit autour de lui l'inquiètent. Il tente de se rassurer, de minimiser, mais une angoisse sourde commence à l'envahir. Il comprend trop tard que le jeu de pouvoir qu'il croyait maîtriser est en train de se retourner contre lui. Florent rentre tard. Le dîner avec Cécile a laissé un goût amer. Les mots échangés étaient polis, mais distants. Cécile n'a rien reproché ouvertement, mais son regard disait tout. Il sent que leur relation est fragilisée, fissurée par des non-dits devenus trop lourds. Et malgré cela, malgré la culpabilité qui l'habite, son esprit revient sans cesse vers Claire. Il repense à ce baiser, à cette intensité brute, à ce lien qu'ils n'ont jamais réussi à rompre complètement. Il sait que ce qu'il ressent est dangereux, qu'il met en péril tout ce qu'il a construit, mais il ne peut plus l'ignorer. La question n'est plus de savoir s'il ressent encore quelque chose pour Claire, mais ce qu'il est prêt à perdre pour elle. Cécile, seule de son côté, laisse enfin tomber le masque. Elle se sent trahie sans avoir encore été clairement trompée. Cette attente, cette incertitude la blesse profondément. Elle se demande si l'histoire entre Florent et Claire n'est pas vouée à recommencer, quoi qu'elle fasse. Et cette pensée l'effraie plus que tout. La nuit avance, engloutissant peu à peu les derniers éclats de la journée. Chacun est seul avec ses choix, ses peurs, ses regrets. Rien n'est résolu, mais tout est désormais posé. Les masques sont tombés, les vérités commencent à émerger, et les conséquences, elles, sont inévitables. L'épisode se referme sur cette impression troublante. Le pire a peut-être été évité, mais le plus difficile reste à venir. Les blessures sont là, ouvertes, et le temps seul dira lesquelles cicatriseront, et lesquelles continueront de saigner.